Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà pour la suite de la vidéo sur XRP. On est toujours avec Georges et on va continuer en fait la vidéo en fait qu'on a commencé la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas vue, donc la première partie de la vidéo, ça va apparaître en haut à droite de votre écran. Je mettrai une petite fiche pour aller la voir, hein. Si vous n'avez pas vu, ça sert pas à grand chose de regarder en fait la suite de cette vidéo. Donc là on va continuer en fait la série donc 2 questions sur XRP et Ripple, mais là on va beaucoup plus s'attarder maintenant sur l'XRP et on va également parler un petit peu de l'affaire avec la SEC. Alors, prochaine question, Georges, et première question de cette vidéo. Ne penses-tu pas qu'XRP, c'est juste une création qui enrichit ses créateurs, et notamment les investisseurs initiaux? Il y en a eu, même des fonds d'investissement comme Google Ventures par exemple, qui ont investi de manière extrêmement prématurée en fait dans le projet, et également d'autres personnes qui sont assez connues comme Jed McCaleb, je sais pas si McCaleb plutôt, McCaleb, qui est un des cofondateurs en fait, mais qui n'est plus aujourd'hui dans l'entreprise Ripple et qui est assez connu en fait pour avoir un énorme bag de Ripple, hein. Il en a plus de 3 milliards aujourd'hui de XRP pardon, et il en a quand même vendu pour pas moins de 400 millions de dollars juste en 2020. Donc la grande question, voilà, c'est est-ce que XRP au final ne profite pas avant tout à toutes ces personnes qui ont été parmi les premiers investisseurs et qui aujourd'hui n'hésitent pas, en tout cas pour Jed McCaleb, de vendre leur XRP? Ok, très bonne question. Je vais commencer par les investisseurs initiaux et sauf erreur de ma part, Google Venture a investi dans Ripple et non XRP. Ça c'est déjà une chose, donc ils n'ont pas investi dans XRP, c'est totalement donc différent. Après, concernant Jed McCaleb, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un d'apprécié dans la communauté ou plutôt l'armée XRP, donc voilà, pour expliquer un petit peu, oui, il fait partie de la genèse de OpenCoin, Rebel Labs ensuite. Et puis il est parti donc sur Stellar et il est parti avec un portefeuille bien rempli. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça a été un petit peu verrouillé, un petit peu beaucoup même, car il ne peut pas vendre plus de 1,5% du volume sur 24 heures. Ça représente quasi rien donc sur un volume journalier. C'est bloqué, donc c'est bloqué dans les XRPL, il ne peut pas donc changer cela. Et comme le volume a augmenté depuis le bull run, on estime qu'il peut vendre plus ou moins 20 millions par jour. D'accord. Donc s'il vend tous les jours à partir d'aujourd'hui, par exemple pendant quelques mois, on va dire qu'il n'en aura plus dans un futur proche, à condition qu'il vend. Un futur proche, même très proche, ça pourrait être en mai, juin de cette année, mais bon, voilà, ce n'est qu'une hypothèse. Après voilà, je pense que il faut bien différencier les choses. Donc Ripple et XRP, il y a eu de gros acteurs qui sont arrivés au tout début donc sur Ripple, mais ça a strictement rien à voir avec XRP. Après pour Jed McCaleb, tout de même il faut rester objectif. Il y a des choses à moi qui me plaisent pas aussi donc chez Ripple XRP, les 20% donc détenus par la team au tout début. Voilà, c'est des choses qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui dans les projets qui se développent, et parce que voilà, ça évolue, ça dérange parce que 20%, c'est quand même une somme colossale. Mais ça dérange, et en fait le gros du problème, c'est qu'en gros c'est démotivant aujourd'hui, parce que on a vu en fait ce que ça a fait en fait sur tous les projets en fait de 2017. Le problème, c'est que à la base, ce pourcentage-là, en fait, c'est plus un aspect pour motiver les gens, en se disant que si on délivre correctement, le token va s'apprécier et donc forcément l'équipe est récompensée. Mais en fait, dans la réalité, il faut pas être naïf. Quand le token prend de la valeur, c'est pas parce que le projet délivre. Le projet prend de la valeur parce qu'on est en cycle haussier et parce que les gens sont hyper euphoriques et ils vont acheter un petit peu tout et n'importe quoi. Et on s'est retrouvé en fait avec des projets qui peut-être partaient d'une très très bonne intention, qui ont levé en fait des sommes astronomiques et qui ont eu des tokens qui ont pris énormément de valeur. Je veux dire, quand un développeur par exemple du projet qui a un certain pourcentage se retrouve avec, je sais pas moi, 10, 20, 30 millions de dollars en token,
La question, c'est est-ce que la personne va s'emmerder encore à faire son taf de développeur ou il va pas juste se barrer sur une retraite dorée, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est un gros problème. Parce que le token, la valeur du token, en fait, aujourd'hui, elle est totalement décorrélée des fondamentaux. Et ça, c'est plus que visible, en fait, sur tellement de projets. On a des projets, en fait, qui n'ont rien à faire dans le top 20, on se demande ce qu'ils font là, et d'autres projets qui ont une super tech et qui valent rien. Et ça, pour le coup, c'est bien tout le problème, et c'est aussi pour ça, en tout cas, que, à mon avis, aujourd'hui, ça ne se fait plus trop. En tout cas, j'ai envie de dire tant mieux. Après, c'est vrai que ça dérange dans la communauté crypto, mais ça dérange pas que le patron d'Apple a des actions. Après, je veux dire, tout est relatif, ça dépend combien. 20%, ça me paraît beaucoup. Maintenant, si une team, je sais pas, de 10, 15, 20, 30 personnes détiennent 5-10% du max supply, voilà. Après, il y a donc pour des raisons personnelles. Et là, dans le cas de Jed McCaleb et Ripple, c'était vraiment donc c'était vraiment des actifs qui leur appartient. On le voit bien. Donc les XRP qu'il vend, donc c'est pour lui. Mais après, il y a aussi tout ce qui est développement. Donc ça me choque beaucoup moins de voir donc des projets qui vendent pour soutenir le développement, en tout cas pour lancer le projet. Donc ça me choque moins. Okay. Mais c'est vrai que dans le top 10, voire même dans le top 20, il y a pas mal et pire, parce que ok, tu as la team qui garde un certain pourcentage, il y a un certain pourcentage aussi pour le développement, mais ce que je vois dans certaines cryptos, du top 20, je parle pas du top 500, du top 20, la team qui détient une grosse partie du max supply, d'accord, je vais pas citer de nom, hein, c'est pas le but, et il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de compte séquestre. Et quand j'ai une grosse partie, c'est plus de 50%. Plus de 50%. C'est ça le problème. Alors, le problème, c'est que des influenceurs vont parler en bien, parce qu'il y a de l'argent à gagner via diverses méthodes, et du coup, ça dérange personne. Ah oui, non, bien sûr. Ça dérange personne. Ça dérange qu'il y a donc des milliards de bloqués sur un compte séquestre qui sont inutilisables chez Ripple, mais ça dérange pas parce que tout le monde gagne de l'argent qu'un certain projet. C'est souvent comme ça. Malheureusement. Voilà. Et après, tu parlais de décorrélation. Je vais y arriver. Ouais, soit. Je vais boire un petit peu d'eau. En effet, tu as Elon Musk qui change sa bio, qui la change par le Dogecoin. T'as le Dogecoin qui fait, j'ai plus les chiffres, x10, x15, x20, peut-être même. Idem avec le Bitcoin. C'est pas normal. C'est des choses, on voit que le marché est immature. Donc, je te rejoins sur ça. Bien sûr, effectivement. Alors après, juste par rapport aux actions, faut quand même pas oublier, que les actions, en général, ce sont pas très, très liquides quand tu crées ta boîte. Et qu'il faut attendre très longtemps parfois pour pouvoir les vendre, et qu'il y a des règles. On peut pas tout vendre. Je pense que par exemple Elon Musk ne peut pas larguer en fait son petit bag en fait d'actions Tesla comme ça en un claquement de doigts. Il peut pas. En fait, même je crois qu'il faut qu'il demande s'il peut le faire. C'est juste. Donc c'est vraiment bien encadré, tu vois. Et dans les cryptos, c'est le Far West. Ça, il faut pas se leurrer. Et tous les projets font ce qu'ils veulent. Donc certains projets vont se mettre des contraintes. Qui respecteront ou non. En fait, je sais même pas si vraiment, s'ils respectent pas, si on peut vraiment les poursuivre et qu'il y ait vraiment des conséquences. Mais aussi, tu as plein de projets qui en fait ne le font pas. Ils vont juste rester extrêmement vagues pour dire vous inquiétez pas, ça va être bloqué durant 1 an. Mais 1 an, c'est rien. Sur un développement d'un projet. Quand tu regardes des boîtes, entre le moment où elles sont créées et le moment où elles vont être cotées en bourse, c'est là où on pourra vraiment commencer à les vendre parce qu'il y aura une certaine liquidité. Et ben il peut se passer 5 ans, 10 ans, tu vois. Mais dans le marché des cryptos, c'est pas du tout comme ça. En général, c'est bloqué. Allez, quelques années à tout casser. Et après, c'est rapidement débloqué. Donc tout ça, c'est vrai que ça reste un problème. Après, c'est un problème, on va dire, si vraiment la vente impacte le marché. Tu vois, ce qui est intéressant, ce que tu disais par rapport à Jed McCaleb, c'est qu'en fait, je savais pas du tout qu'il pouvait pas vendre plus que 1% du volume en fait journalier. 1% et demi. Effectivement, dans ces conditions, c'est difficile pour lui de vraiment impacter le marché. Et ce qui est marrant, c'est que très souvent, en fait, tu vois, les gens doivent toujours trouver une excuse à un mouvement, tu vois. Et dès qu'ils vont voir XRP qui baisse, c'est mais c'est parce que justement il a vendu en fait X millions de XRP. Non. Mais ça c'est systématique. C'est pas forcément que pour XRP, hein. Pour n'importe quel projet, dès que tu auras une baisse ou une hausse, on va tout de suite l'accorder à un événement ou à une personne ou à un truc qui s'est produit. Alors qu'en fait, si on creuse vraiment, non, absolument pas. C'est parce que justement, la foule pense que c'est à cause de ça, et donc ils vont eux aussi en fait suivre le mouvement, tu vois.
Et aussi parce Il y a que... des médias qui sont de mauvaise foi, il faut l'avouer, Oui. et ces médias-là, en fait, ils déteignent, parce que il y en a beaucoup, ils vont se contenter de lire un article, et si dans cet article, il fait écrit XRP a chuté d'autant de pourcents parce que Jed a pu vendre, ils Effectivement. vont pas chercher plus loin. Effectivement. Quand on regarde entre les lignes, ben oui, déjà on était à 1%, et ils ont augmenté à 1,5% parce que le volume a augmenté. Là, on est en plein bull run, donc ils pourraient même vendre 2%, ça n'impactera pas. Ça changerait pas grand-chose, effectivement. Non, mais en soi, les médias dans les cryptos, je pense que tu le sais, je pense que c'est encore plus, je dirais pas corrompu, attention. Mais bon, je pense que certaines plateformes sont quand même, ça se discute. Mais en fait, faut pas oublier que la plupart des, ouais, il y a du bon. La plupart des articles sont payés. Et même j'ai envie de te dire, je suis quasiment certain que s'il y a un mec qui veut faire un article qui démonte un projet, s'il met le chèque, je suis quasiment sûr qu'il peut y arriver. Donc, faut quand même pas oublier que de nouveau, c'est pas du tout régulé. Les sites de médias, ils peuvent dire à peu près ce qu'ils veulent et ils en disent des conneries et il leur arrive rien. Donc, je suis pas sûr que ce soit forcément une très très bonne idée en fait justement de regarder en fait des médias. Mais bon, et heureusement qu'il en existe quand même qui sont plutôt corrects et qui font les choses bien. Oui, bien sûr. Enfin, pas non plus. Bien sûr. Après, même nous en tant qu'influenceurs, on le sait. Moi, je m'en suis rendu compte sur YouTube. On a une influence. Si moi là demain je publie une vidéo pour démonter XRP, je pourrais même de mauvaise foi trouver des arguments, vraiment aller gratter et le mettre à terre. Après, les connaisseurs, ils vont me dire, ouais, il est de mauvaise foi, c'est biaisé, etc. Enfin, là, il a exagéré, mais je suis sûr que 90%, je veux dire à la française, de la communauté vont se dire, oh merde, c'est un scam. C'est une arnaque, il faut que je vende, et que c'est moi qui l'a dit, je pourrais très bien raconter des bêtises. Voilà, il y en a très peu qui vont avoir la démarche d'aller chercher des informations, parce que c'est fatigant. C'est fatigant de lire une doc technique, ou de lire un white paper. Je le vois bien quand il y a des top 5, top 10 qui circulent sur YouTube, ça fait beaucoup de vues, et je me dis que ces gens-là, en fait, ils ne savent même pas dans quoi ils investissent. Ils sont un peu comme au magasin, tu vois, avec le petit panier là, ils sont là, oh tiens, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, et ils ne savent pas ce qu'ils prennent. Ils savent pas ce qu'ils prennent. On parle d'argent là, on parle d'argent. Moi, quand j'investis dans un projet, d'ailleurs, on me demande souvent, moi, et ton top 5 à toi? Et la réponse que je donne, souvent en MP ou en public, peu importe, c'est moi, il me faut 2 à 6 semaines pour étudier un projet. Et je n'ai pas le temps. J'en développe moi de projets. Je n'ai pas le temps. Si je te partage un top 5 de crypto, bon, après, je pourrais, parce que je maîtrise les fondamentaux de plusieurs projets. Je pourrais parler d'Ethereum, de Bitcoin, de tout ça, même de la Binance Smart Chain. Je pourrais parler de tout ça. Mais après, des fois, on me demande qu'est-ce que tu penses de ceci ou cela. Je peux pas. J'ai pas le temps. Ça me prendrait trop de temps, donc je sais pas comment ces gens la font. De toute façon, là on le voit, et c'est justement ce que je parlais en fait dans ma vidéo d'il y a 2 semaines, hein, les gens sont intéressés par ce qui monte. Tu vois, c'est marrant, mais le BNB, hein, je pense que tu t'en rappelles, hein, en 2019, il n'y a pas grand monde qui en parlait. Quand il était à $20. Toi, t'étais dessus, et je me souviens. Ah ben moi, j'ai toujours été un fervent défenseur en fait de Binance, parce que pour moi, Binance, ça va être ça va être pour moi, ça allait être l'une des plus grosses entreprises, si ce n'est le plus gros leader dans les cryptos. Et aujourd'hui, il prouve une nouvelle fois sa supériorité. Il est partout. Et ça va devenir un mastodonte. Tu vois, dans le monde actuel, tu as les GAFAM. Pour moi, Binance aujourd'hui fait partie des GAFAM dans l'échelle des crypto-monnaies. Et il a l'envergure, et je pense les fonds et la personne à sa tête qui a quand même une certaine vision pour pouvoir arriver encore plus à grossir. Et pour moi, le BNB, c'est une des cryptos qui a le meilleur modèle économique de toutes les crypto-monnaies. Mais ça, voilà, tu vois, on parlait justement de combien détient chaque entreprise. Je pense que Binance est l'une des seules qui, dès le début, avait mis un système de burn qui était lié à son chiffre d'affaires. Et vu l'évolution de son chiffre d'affaires, je peux t'assurer qu'ils en ont détruit en fait des BNB. Il en est sur un modèle qui est déflationniste. Il y a de moins en moins de BNB en circulation. C'est pas forcément le cas en fait de beaucoup de projets. Et Binance, ça a été un des projets qui a levé quelques millions de dollars. Hein. Je te dis bien quelques millions. C'est peut-être 1, 2, 3 millions de dollars, je m'en rappelle plus trop. Mais franchement, c'était pas des sommes mirobolantes. Vois ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Quand tu vois tous les projets qui ont levé 50, 100 millions et qui ont rien foutu, tu regardes EOS, enfin, je suis désolé, mais EOS, ils ont levé des milliards. Hein. C'est des milliards. Est-ce que leur blockchain aujourd'hui est utilisé? Enfin, tu vois, enfin... C'est ça. Et puis, des killers de Binance, il y en a eu tout plein. Par exemple, tu prends le cas de KuCoin, Bebo, c'était tout à fait la même interface. Et justement, tu mettais en avant très récemment donc d'éventuels concurrents de Ripple. Je t'ai répondu, oui, mais c'est les contacts qui comptent. Et Binance,
Ils sont trop implantés. C'est la base client. Ils ont le volume d'échange. Le volume. C'est pas du fake, c'est pas du faux. Ils ont ça, tout. c'est sûr. Donc moi, je peux très bien développer une plateforme d'échange miroir, même encore mieux que Binance. On pourrait faire mieux. Et quoi? Il y a personne qui va aller dessus. Il y aurait personne. Il y a personne. Et pourtant, ça sera mieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc Binance est trop gros. C'est comme si quelqu'un arrivait, je vais faire mieux que Google. Ouais, mais c'est bien, mais personne ne va aller sur ton navigateur. Ils sont personne gros. Va aller dessus. Ils sont gros, mais surtout ils continuent en fait à innover et ils ne se reposent pas en fait sur leur laurier. Je suis désolé, mais tu regardes toutes les plateformes historiques, elles se reposent toutes sur leur laurier. Tu prends Kraken. Attends, je suis désolé, mais Kraken c'est un enfer. Je vois même pas en fait aujourd'hui pourquoi il y a encore des mecs qui traitent dessus. Je veux dire, il y a des problèmes de liquidité, mais c'est n'importe quoi. T'as vu les mèches avec Link et tout ça, des mèches à 7-8 $. C'est les carnets vides. Ça, on l'avait déjà en 2017. Je sais pas si tu te rappelles, mais les mèches et les trous en fait de liquidité sur Kraken, ça existait déjà. Tu vois que 4 ans plus tard, ils ont toujours pas été capables d'apporter suffisamment en fait de liquidité, d'avoir des mecs qui justement apportent suffisamment de liquidité, remplissent suffisamment les carnets durant les pics justement comme ça de vente ou d'achat, tu vois. Donc franchement, tu prends pareil, tu prends Bitstamp, ils ont fait aucune évolution. Tu prends Bitfinex, allez, ils ont un petit peu évolué, mais attends, mais laquelle qui a vraiment évolué? Je suis désolé, en fait, tu vois, mais il y en a qu'une seule. Il y a aussi peut-être Huobi, mais pour moi, en fait, Huobi, ils passent leur temps à copier ce que font, en fait, Binance, tu vois. Après, il y a FTX aussi qui se démarque plutôt bien, je trouve. FTX, pour moi, c'est également une très, très, très bonne plateforme qui est plus orientée pour les traders parce que pour le coup, c'est quand même une interface qui est vraiment faite pour le trading. Ça a été fait par des traders, mais pour le coup, c'est d'une simplicité à utiliser, c'est génial. Et c'est l'une des seules aujourd'hui qui a quand même quelques milliards de volume sur les contrats futurs, hein, sur les bitcoins Ether, donc ça reste quand même suffisamment liquide, et elle arrive à encaisser la charge quand il y a vraiment des phases de panique ou d'achat massif. C'est l'une des seules qui arrive à tenir, et même au niveau du support, c'est l'une des seules qui arrive à tenir, même Binance, ils sont complètement sous l'eau. Donc FTX, son token, le FTT, de nouveau. Moi, en fait, FTX, dès le début, il y a quand même une corrélation assez forte entre Binance, FTX et la boîte mère qui s'appelle Alameda Research, je crois. Et clairement, en fait, FTX, pour moi, ils ont été capables de grossir à une vitesse folle. Ils ont développé tout un tas de nouvelles choses. Ils ont innové avec la tokenisation en fait d'actions. Ça a été, je crois, l'une des premières plateformes à le faire, à développer en fait tous les produits dérivés, les options, les tokens pour miser sur les élections américaines, par exemple, ou les trucs comme ça. C'est vraiment eux qui ont innové. Ils vont à une vitesse folle. Et clairement, c'est aussi une très 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 bonne plateforme, quoi. Bref. Et c'est la clé du succès. C'est la clé du succès. Je fais une petite parenthèse. Il y a mon fils qui me dit pourquoi tout le monde joue à Fortnite. Il joue aussi, hein, mais il me dit pourquoi tout le monde joue à Fortnite. Je lui ai répondu, tu sais pourquoi? Tu dois faire une mise à jour toutes les semaines. Quand il y a une mise à jour, c'est parce qu'il y a un nouveau bâtiment, des nouveaux skins ou quoi que ce soit. En fait, ils n'arrêtent pas. C'est ça. Ils n'arrêtent pas de développer, d'inventer, de créer des nouveaux jeux, des nouveaux délires et tout ça. C'est un peu comme le parc animalier, un peu plus loin de chez moi, Paradisa. Paradisa, tu vas cette année, tu vas l'année prochaine, il y a un nouvel hôtel, ça s'arrête pas de grossir. T'as des parcs animaliers, le truc, tu vas 10 ans plus tard, c'est la même chose. Et moi, je ne le reconnais plus. À chaque fois, et c'est la clé. Et Binance, c'est ce qu'ils ont fait. Ça arrête pas. À chaque fois que je vais sur Binance, tiens, c'est quoi le nouvel onglet? Il sert à quoi? Non, mais c'est clair. Et sur FTX, c'est la même chose. Tu vas sur KuCoin ou d'autres, hein, pour pas citer plein de noms. C'est le truc, il a pas bougé. Kraken, il a pas beaucoup bougé depuis le début. Kraken, j'ai l'impression que leur moteur a pas bougé. En fait, ils ont changé un petit peu le back-end, hein, donc toute l'interface graphique, mais tout le fond, le front-end, mais tout le back-end, à mon avis, ça n'a pas changé parce que c'est toujours un enfer. Ils ont amélioré un peu l'expérience utilisateur. Oui. Il y a eu une mise à jour, hein, oui. Je pense que c'était, mais ouais. Franchement, moi, pour avoir regardé encore un petit peu il y a pas longtemps, honnêtement, je vois même pas en fait pourquoi il y a encore des gens qui sont dessus, quoi. Quand tu vois FTX, quand tu vois Binance, honnêtement, tu te dis qu'est-ce qu'ils font là-dessus. Bref, en tout cas. Si on se reconcentre maintenant un petit peu sur XRP, une question, à mon avis, que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a quand même toute cette communauté de personnes qui pensent que XRP les rendra riches? Voilà. Je pense que ça, on l'a vu. Les personnes qui nous mettent des XRP à 100 $, les gars, qui sont parfois des estimations qui n'ont mais aucun sens, absolument aucun sens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en fait, il y a ce culte
autour d'XRP qui rendra riche les gens. Alors que pour être honnête, il y a XRP, mais en fait, il en existe tellement d'autres qui ont été capables de délivrer beaucoup, là où XRP pour l'instant n'a pas encore été capable de pouvoir, en tout cas, rendre ces personnes riches, quoi. Attention, délivrer, XRP a délivré. Hein. Non, Il y en non. a beaucoup. Il y a des hamburgers qu'on fait x 1000, mais il n'y a pas eu Non, grand-chose mais de ouais, mais je délivré. parle dans Au le niveau token. du prix, Je parle oui, le uniquement prix. au niveau du prix. Là, pour le coup, quand je dis délivrer, c'est que le token a explosé, pardon. Oui, pas de souci. Après, pour être honnête, hein, des estimations délirantes, on en voit partout. C'est pas Non, juste non, pour XRP. Hein. bien sûr. C'est pour tous les actifs. D'ailleurs, la communauté XRP, je la trouve assez calme, peut-être parce que justement, on est vraiment sur un prix plancher par rapport aux autres poussées. Hein. Quand je vois donc les autres communautés, bon, je vais pas citer de nom, je vais pas me faire d'ennemis. J'ai vu des trucs passer. Franchement, un XRP à 10 dollars, c'est encore gentil, à côté de ce que moi j'ai vu, Non, non, mais en bien prenant sûr. compte Mais là, c'est du l'émotion. max supply. Ça, c'est C'est ça. Donc, moi, un XRP à 10 dollars, ça me choque pas. Même si on prend en compte la masse monétaire, ça me choque pas, Ouais, car ça correspondrait plus ou moins à 450 milliards. ouais. Donc, ça équivaut à un Bitcoin à 20 000 dollars. Donc, après 100 dollars et voilà, au-dessus de 100 dollars et tout ça, enfin, chacun ses estimations. T'en as qui partent aussi du principe que on pourrait donc éliminer le compte escroc, réduire. Enfin, il y a tout un tas d'hypothèses, de scénarios et tout. Mais voilà, dans des estimations délirantes, moi j'en vois partout. C'est vraiment sur tous les actifs. Et 10 dollars, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Si maintenant, on parlera de la SEC d'ailleurs un petit peu après, Ouais. si ça se passe bien par rapport à la SEC, et je pense que dans les deux cas, on peut qu'être gagnant avec la SEC, Mhm. 10 dollars dans un bull run, je dis bien dans un bull run, c'est pas exagéré. Voilà. Ok. Ouais, ouais, d'accord, d'accord, ok. Mais Ok. 100 dollars, c'est autre chose. Mais c'est vrai que oui, des estimations tirées du chapeau qui n'ont aucun sens, je suis d'accord que ça, il y en a absolument partout. On les retrouve de plus en Ouais. plus aujourd'hui. Étrangement, de nouveau, il y a un an ou deux, j'avais vu personne qui avait ne serait-ce mis BNB à 300 dollars, tu vois. Il me semble pas que j'avais vu des gens qui mettaient ça, tu vois. C'était plus le marché va s'effondrer, tout va retomber à zéro, tu vois. Euh, Mhm. donc oui, bon, par rapport à ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut quand même relativiser. Moi, je parle de valorisation par rapport aux fondamentaux et non pas la valorisation spéculative qu'on va avoir à gogo en fait, mais qui sera pas soutenable en fait, tu vois. Mais même un XRP à 10 dollars, c'est 450 milliards de market cap. Oui, ça reste peut-être possible. Je rappelle juste que la masse monétaire M2 en Europe, c'est 9000 milliards. Donc il y a encore effectivement peut-être un petit peu de marge, mais de là, on peut pas non plus dire que XRP va remplacer l'euro, tu vois. Faut quand même garder un petit peu l'épée sur terre. À mon avis, XRP, s'il n'est pas contrôlé par les États, je pense qu'il y aura toujours une bride et des freins qui vont tout faire pour justement empêcher ce type de token qui sera vraiment trop valorisé, trop dans le système financier. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, à mon avis, je pense que ça, on laissera pas on laissera pas trop faire, tu vois. Mais justement, chez Ripple, ils ont compris une chose, c'est qu'il ne fallait pas aller contre les systèmes financiers. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est que XRP soit aussi utilisé en tant que pont hein, pour les CBDC. Donc Ok. après, c'est sûr que au-delà de 10 dollars, c'est un peu, ça peut faire beaucoup. Mais ce qu'il faut penser aussi, c'est que les chiffres. Parce qu'on peut dire la même chose aussi sur le Bitcoin. Le Bitcoin, il représente un poids énorme aujourd'hui Ouais. par rapport à la masse monétaire. Hein. C'est non négligeable. Hein. Si on compare le Bitcoin à l'euro, attention. Oui, mais Tout après, doucement. ça a la valeur que les gens veulent lui donner. C'est comme l'euro. L'euro a de la valeur parce que les gens lui donnent de la valeur. Quand tu pars du principe que tout le monde a acheté, par exemple, son Bitcoin éventuellement, on va dire à 5000 dollars, ça veut quand même dire que dans la tête des gens, tu vois, le Bitcoin, il a une certaine valeur. Il a des certains niveaux, tu vois, qui vont être massivement défendus. Tu vois, je dis pas que les 50 000 vont être un niveau qui va être défendu. Parce que je pense que pas grand monde a acheté un Bitcoin à ce prix-là. Mais tous ceux qui l'ont acheté plus bas, tu vois, après, c'est psychologique. Quand tout le monde va acheter un truc à une certaine valeur, tu vois, l'acheter à cette valeur peut paraître cohérent.
C'est ça, tu as dit 5 000 $ pour le Bitcoin, mais pour XRP, c'est 17 cents. On l'a bien vu, 17 cents, c'est vraiment un niveau défendu par les institutions. Là, on avait vraiment tous les ingrédients réunis pour le foutre à zéro XRP. Franchement, avec ce qui est sorti en décembre, je suis d'accord, en plein bull run, après la distribution, enfin pas la distribution, mais le snapshot pour bénéficier des Spark, on avait tout pour le foutre à terre. Même moi, j'ai publié une vidéo donc en décembre, j'ai expliqué, attention, là, les baleines, elles peuvent descendre très très fort, et on est descendu jusque 17 cents. Effectivement. 17 cents, c'est le prix, je veux dire, XRP, il est parti de rien, hein, il a quand même fait 90 000, enfin 90 000% en 2017. Hein. Et 17 cents, on est très haut par rapport donc aux personnes qui ont acheté en début 2017. Donc c'est sûr que quand on arrive tout en haut, ben voilà, c'est jamais bénéfique, mais voilà, il y a quand même il y a eu de belles opportunités sur XRP. En tout cas, à mon sens, hein, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que si jamais XRP est à 10 $, faut pas être trop cupide. Voilà. Faut pas être trop cupide et trop naïf de croire que c'est une valorisation qui va être normalisée en fait pour XRP. À mon avis, ce sera plus intéressant en fait de vendre sur ces niveaux que autre chose. Et le problème, je pense, de la plupart en fait de ces groupes pro XRP, c'est que à mon avis déjà en fait ils sont pas diversifiés. Ça veut dire qu'ils sont massivement investis en XRP. Ça, c'est un gros problème. Et psychologiquement, quand tu vois le marché actuel, mais t'imagines la souffrance d'être investi sur un truc qui ne bouge pas. Quand tu vois les BNB justement qui nous font des x5 ou des x10 et tous les autres tokens qui explosent, d'être investi en fait que sur un seul token qui ne bouge pas trop, il n'y a rien de plus frustrant que ça, franchement. Et surtout, t'imagines, tu passes à côté éventuellement de tellement d'opportunités juste parce que tu es complètement fermé d'esprit à croire que c'est XRP, XRP et XRP, tu vois. Et ça, pour le coup, il faut oser le dire, quoi. L'investissement ne consiste pas à tout mettre sur un seul actif, quoi. De toute façon, ça, c'est le truc qui est primordial. Et le problème, c'est que investir veut dire de ne pas être attaché psychologiquement et émotionnellement à un projet. Et quand tu passes ton temps à défendre un projet, que tu le veuilles ou non, ce projet, en fait, t'es attaché émotionnellement. Et à mon avis, tu seras incapable de correctement le vendre. Parce que plus il va monter, plus tu vas te dire qu'il va encore monter. Et quand il va baisser, tu vas te dire c'est pas grave parce que je crois en le projet. Donc au final, tu passes ton temps à juste holder et à rien faire. Et ça, c'est un truc que moi, en tout cas, j'essaie de défendre en disant que c'est pas la bonne solution, qu'il faut pas investir en ayant une attache émotionnelle. Moi, honnêtement, j'investis, j'achète, je vends, j'en ai rien à faire en fait concrètement. J'ai absolument aucune émotion quand j'achète ou quand je vends, peu importe. Moi, j'ai un objectif avant tout qui est d'investisseur, donc de dégager une plus-value. Et si après le projet il évolue, il est adopté, super. Mais concrètement, c'est pas mon projet, c'est pas mon bébé. Donc en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout, quoi, tu vois. C'est le gros problème. Nous, ce qu'on veut, nous, en tant qu'investisseurs ou traders, c'est passer du point A au point B. Et peu importe, si maintenant un trader voit une opportunité de gagner de l'argent avec du Dogecoin ou un shitcoin, il va le faire. Ah mais oui, c'est ce qu'ils font. Faut pas s'attacher. Et le problème avec XRP, mais pas que, parce que c'est pas un cas unique, il y a vraiment des communautés très fermées bien sûr. qui ils font all-in carrément sur un actif. Et c'est sûr que ceux qui ont fait all-in sur XRP et qui n'ont pas varié leur investissement, ben, ils ont vu même des trucs bidons faire x10, parce qu'il y a des trucs bidons qu'on fait x10. Même plus que ça. Ceux qui n'ont pas surfé sur la Binance Smart Chain, pourtant, bon voilà, là aussi on a une vague qui est arrivée, il n'y avait plus qu'à prendre sa planche et surfer dessus. Non, je reste en XRP, mais oui, c'est frustrant. C'est frustrant et ça, c'est un tort. Surtout que ces XRP, pour la plupart, ils ont investi aussi pour faire de l'argent, pas forcément pour les utiliser. Ah oui, en plus. Donc voilà. Si maintenant tu utilises le token pour ton entreprise ou que sais-je, oui, là c'est encore autre chose, c'est pas la même vision. Mais la plupart c'est pour faire de l'argent, on va pas se mentir. Quand on veut faire de l'argent et qu'il y a une vague qui arrive, ben, on monte sur sa planche et on sort dessus. Quand et là on on veut a faire eu de le l'argent, Binance, la DeFi et tout ça, quoi. On va là où l'argent va. Et en effet, et moi je connais quelqu'un justement de très gros dans la communauté XRP qui était all-in en XRP et lui il a pris du recul
Il a pris du recul, il s'est dit, là, c'est pas le moment, on a vraiment plein de mauvaises news, c'était donc en fin décembre, Ouais. je vais vendre une partie, et je me dis, tout là, il va vendre une partie de son bag, et une grosse en plus, et il a investi dans ADA, il a investi dans certains projets de la DeFi, il a investi, voilà, dans des projets divers et variés pour faire de l'argent, et il me dit, maintenant, si je veux, je peux avoir 3 fois plus, je sais que c'est pas un menteur, hein, c'est quelqu'un qui parle toujours sincèrement, je vais avoir 3 fois plus d'XRP que j'en avais. Et il a bien fait. Il a bien fait. Il a osé donc vendre ses bacs parce qu'il s'est dit XRP ça va peut-être monter pour lui un jour, lui il en est convaincu, mais là maintenant il y a une vague, je la prends. Et c'est ce qu'il a fait, il a bien joué. Voilà. Mais c'est le principe même de l'investissement, il faut tout le temps être... en fait c'est comme pour les boîtes qui doivent tout le temps évoluer, l'investisseur doit tout le temps évoluer. Enfin tu vois, parce que justement tu me parlais en fait de Litecoin, de XRP, mais en toute honnêteté, ceux qui sont restés que investis sur ces projets-là, ça fait 3-4 ans, ils font rien. Ils font quasiment rien. Et ils passent à côté en fait de tous les nouveaux projets qui ont eu des rendements et des performances de malades. On peut parler de x50, de x100 sur pas mal de projets, alors que c'est pas en restant sur les anciens projets comme ça qu'ils vont être capables en fait de le faire. Surtout des projets. Tu vois, tu me parles de Litecoin. Moi, je suis désolé, mais Litecoin, t'as aucune évolution. Tu vois, pour moi, c'est un réseau bêta-test de Bitcoin. En gros, hein, ils font ils vont d'abord sortir la tech qu'ils veulent mettre sur Bitcoin, sur Litecoin, et quand ça fonctionne bien, boum, ils la foutent sur Bitcoin. Ça sert quasiment qu'à ça. Ouais, mais le Litecoin, c'est un peu le petit frère du Bitcoin. Si tu veux envoyer 5 dollars à quelqu'un en Bitcoin, tu pourras pas. En Litecoin, oui, tu pourras. mais C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu, voilà, c'est un renfort pour le Bitcoin, le Litecoin. Enfin, un renfort bon, pas, mais en plus, il a une adoption aussi derrière hein, du Litecoin. Combien de ATM il n'y a pas de Litecoin dans ce monde? Combien de marchands n'acceptent pas du Litecoin? Parce que ça fonctionne super bien aussi pour la plus grosse transaction, je pense, la transaction la plus grosse, elle a été faite en Litecoin. À vérifier, hein, je peux me tromper, mais c'était vraiment une très grosse somme. C'était justement en 2018 et parce que ça a rien coûté et ça a été vite. Ouais, mais en Bitcoin non plus. Enfin, tu vois, tu transfères des millions ou des milliards, que tu payes $1 ou $10, enfin, franchement, ça fait aucune différence. Oui, si tu envoies 1 million de dollars en Bitcoin, tu vas pas penser aux 15 dollars de frais, c'est sûr. Pour des paiements plus petits, mais après, tu vas pas utiliser Bitcoin. Quoi. Le Bitcoin, pour moi, reste vraiment la valeur, la réserve de valeur en fait du marché. Et il faut pas non plus oublier que tout le monde aujourd'hui, tous les nouveaux, tous les pros, toutes les nouvelles boîtes qui investissent, c'est dans le Bitcoin. C'est pas dans le Litecoin, c'est même pas en fait dans XRP, c'est un tout petit peu en fait dans Ethereum, mais c'est principalement quand même dans le Bitcoin. Et ça, il faut quand même pas l'oublier, je pense. La réserve de valeur à condition, c'est sûr que peu importe quand tu investis, si tu penses long terme, jusqu'à preuve du contraire, en ce moment, on est gagnant sur le Bitcoin. Même celui qui a investi en décembre 2017, s'il a vendu, tant pis pour lui, mais s'il a gardé, il a fait x3. Et pourtant, le mec, il a l'une des... J'ai pas bien entendu. L'une des seules. Oui, l'une des seules, mais attention, à condition de rentrer au bon moment. Parce que le Bitcoin, lui aussi, il est passé de 20 000 à 3 002. D'accord? Donc, réserve de valeur si on voit à long terme, pour l'instant en tout cas. Mais il faut aussi penser à une chose, c'est que j'en vois beaucoup, les cycles se répètent. Oui, mais à un moment donné, il y aura un dernier cycle. Le Bitcoin ne va pas monter à 10 milliards de dollars. Hein. À un moment donné, on peut utiliser Fibonacci, tout ce qu'on veut. À un moment donné, le Bitcoin il va atteindre un prix et ce sera fini. Effectivement, ça va être compliqué. Après, tout dépend. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et idem pour XRP et tous les actifs. Ça va dépendre de la monnaie. Il faut prendre en compte. Ça va dépendre de la valeur de la monnaie. S'il y a une inflation de malade et que la monnaie se fait dévaluer massivement, techniquement, il n'y a pas de limite, tu vois. Parce qu'au final, la monnaie ne vaudra plus grand-chose non plus. Donc, ça... Voilà, si la monnaie le Bitcoin ne peut pas remplacer la monnaie parce que le Bitcoin, comme tu l'as dit, c'est pour l'instant, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est une réserve de valeur, mais ça remplace la monnaie. Ça remplace pas la monnaie effectivement, mais c'est vraiment une réserve de valeur au même titre à mon avis que l'or. Et quand les entreprises aujourd'hui diversifient une partie de leur cash en Bitcoin, c'est uniquement stratégique pour justement s'exposer en partie sur cet actif. C'est pas pour payer avec, tu vois. C'est vraiment pour se diversifier sur ce nouvel actif. Et éventuellement pour se protéger en fait de l'avenir extrêmement incertain par rapport aux monnaies fiduciaires, par rapport au contexte économique, politique, enfin bref, par rapport à tout en fait.
On va quand même terminer avec la dernière question par rapport à la SEC. Donc il y a eu l'affaire de la SEC. Honnêtement, qui à mon sens est une vaste blague par rapport au timing. C'est quand même très très bizarre tout ça. On a un pump qui arrive comme par hasard quelques semaines avant donc le airdrop là du projet Flare, si je me trompe pas. Donc la valorisation tient un tout petit peu. Bon, ça retrace également un petit peu parce qu'en même temps, la hausse n'était pas du tout. C'était une hausse qui était uniquement due justement au airdrop et à de la manipulation. Et comme par hasard après, boum, la news de la SEC qui tombe et forcément hein, le gros dump du projet. Tout ce timing-là, il est quand même assez étonnant. Qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui en fait de cette affaire et qu'est-ce que tu penses en tout cas sur quoi tu pourrais parier en tout cas est-ce que tu pourrais parier sur une victoire de Ripple ou une défaite? Clairement une victoire. Après, oui, c'est de la vaste blague. Ce qui s'est passé avec la SEC, enfin, c'est là que tu te rends compte que les plus gros voleurs, ben c'est pas nous, au fait. Hein. C'est ceux qui sont au-dessus de nous. Et en plus, sachant qu'ils sont censés protéger les investisseurs, ils ont fait tout le contraire. Ouais. Parce que XRP, il n'y a pas juste des investisseurs, il y a des sociétés derrière. Il y en a aussi qui dépendent du XRP. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Parce que déjà, c'est le pump. Je reviens sur un détail, tu as dit, il y a de la manipulation. Bon, la manipulation, il y en a sur tous les actifs. Hein, et sur le Bitcoin en premier. Il y en a partout. Bien On manipule le cours de tous les cryptos. Bien évidemment. Après, techniquement, et j'en avais parlé déjà en juin, qu'on avait donc un schéma, on avait donc pour plusieurs raisons techniques et fondamentales, comme celle que tu as citée, donc la distribution des Spark, ou plutôt de Snapshot en décembre. Ouais. On s'attendait à un pump. On s'attendait à un pump en fin d'année et on l'a eu. On l'a eu et ensuite on a eu le dump. Le dump, il a été causé par la SEC, qui était justement censé protéger les investisseurs. Donc après tout ce qui est manipulation, pump and dump, moi j'en vois partout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bitcoin il est passé de 20 000 à 3 200 $. Donc on a eu aussi Ethereum. On parle quand même d'Ethereum. Là, c'est vraiment un gros actif. C'est l'un des 4 piliers du marché ou l'un des piliers du marché. Et Ethereum, elle est passée de 1600 $ à 80 $. Donc, divisé en 20. La personne qui a investi sur Ethereum, donc à 1600 $ et qui a revendu malencontreusement à 80 $, parce qu'à 80 $, personne disait que c'était bien. Hein. Il fallait pas acheter. Hein. Il y avait que du FUD sur Ethereum. Donc, 20 000 $ investis, 1000 $. ADA, aujourd'hui, les projecteurs sont braqués dessus. C'est super. Tout le monde gagne de l'argent. Très bien. ADA, il est passé de 1,40 $ à 2 cents. Moins 98% et demi, divisé en 70. Quelqu'un qui a investi 70 000 € dans ADA, 1,40 $, il lui restait 1000 €. Donc voilà, ça c'est aussi, même si c'est pas sur du court terme, tu te dis, il est parti où cet argent? Mais ça c'est lié, ça c'est uniquement lié à la bulle qu'on a eue en 2017. C'est ces hausses-là et ensuite le crack en 2018. Mais idem pour XRP. XRP est passé de 3,60 $. Mais ce que je veux dire, c'est que de la volatilité des pumps et des dumps, on en a partout. Après, sur du court terme, c'est vrai qu'XRP, on a vraiment eu, mais il n'y a pas eu que XRP, on a eu vraiment de très grosses poussées et que le lendemain, un peu comme comment dire, avec l'histoire du groupe Telegram qui s'est jeté dessus, comme on l'a vu aussi avec le Doge. Pourquoi que le Doge tient, hein, parce que Doge est tenu par la bio de Monsieur Elon Musk. Bien sûr. En effet, il y a eu des pump and dump, mais je veux dire, c'est pas un cas unique. C'est pas un cas unique. On l'a vu partout. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y en a plus sur XRP que sur les autres principales. En tout cas, quand tu regardes le graphique, c'est beaucoup plus visible. Tu vois, sur Ethereum, il n'y a pas du pump and dump systématique. Il y a des grosses phases de hausse, mais si on prend beaucoup de recul, Ethereum, il est parti de combien? Il est parti de même pas 1 $. Effectivement, il est monté à plus de 1000 et quelques dollars pour retomber à 90. Mais il a subi que ça. Après, il n'y a pas eu d'autres vagues sur XRP. Tu as souvent des hausses de 50, 80, 100% sorties en fait de nulle part. Qui sont pour moi de la pure manipulation pour faire après juste retomber le truc, tu vois. Ça arrive en tout cas plus souvent, je trouve, sur XRP, qui reste une grosse capitalisation, donc qui devrait être pas aussi manipulable que ça
normalement, tu vois. C'était plus par rapport à ça. Mais bon, après, oui, tout le marché est manipulé. Ça, on va pas... Il y a des délits d'initiés, en effet, et avec XRP, des fois, en fait, c'est très sensible, XRP. C'est un actif, on le sait, qui peut exploser d'un moment à l'autre, et dès qu'il y a une bonne ou une mauvaise news, directement, on peut avoir aussi des délits d'initiés, hein, forcément, et il peut y avoir des gros portefeuilles qui investissent en masse, parce qu'il y a assez de volume. Après, il y en a pas énormément, il y a pas du volume comme sur Tether ou Bitcoin, mais il y a assez de volume pour que de gros portefeuilles s'y intéressent, hein, en effet, mais... On va terminer. Aujourd'hui, XRP a été quand même détrôné. Il est même plus dans le top 5. Donc il y a eu le BNB qui est passé devant, il y a eu le Cardano également qui est passé devant. Ça commence quand même plutôt mal, on va dire, pour XRP avec ce nouveau cycle haussier qui a commencé en 2020. Justement, en fait, on en revient un petit peu. Est-ce que là, en fait, les gens qui ont tout misé sur XRP sont pas en train de passer un petit peu à côté de tout ce nouveau cycle? Et est-ce que tu penses qu'XRP a les reins suffisamment solides et la communauté et les investisseurs pour regagner en fait sa place? En effet, on va pas. Ils ont raté quelque chose, ceux qui sont restés au lait. Si on pense court terme, effectivement, ils ont raté quelque chose. Si on pense long terme, j'ai parlé tout à l'heure des fameux 4 piliers, hein, ceux qui sont toujours là depuis le début. XRP est toujours là. On peut dire ce qu'on veut. XRP est parti aussi très très bas. Ethereum sous $. Oui. Donc XRP, on est parti très très bas et là on est encore sur des niveaux raisonnables. On n'est pas centième sur CoinMarketCap. Après, voilà, je pense qu'il y a eu du délistage, il y a eu beaucoup d'histoires et le voir là encore dans le top 10, je suis moi-même étonné. Avec tout ce qu'on a entendu sur XRP, je me dis, qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Qu'est-ce qu'il fait encore là? Là, c'est là que je me dis même en tant qu'investisseur, ok, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Parce que quand tu as des bonnes nouvelles sur un actif et que l'actif monte pas, et ça a été le cas pour XRP pendant des années, hein, partenariat, la volée, le truc il montait pas. Là, en fait, on essaye de le mettre à terre et je vois des fois 8, 10, 15% il prend et il reste là au-dessus 30, 40 cents. Après, voilà, c'est sûr qu'il y en a qui ont fait x1000 avec des hamburgers. Hein. Ils ont fait x1000, très bien. Mais comme tu l'as dit tantôt, t'en as certains, voilà, ils savent pas vendre parce que le plus dur dans ce marché, c'est vendre. Alors, ils ont fait x1000, mais ces hamburgers et tous ces trucs-là vont peut-être être divisés par 1000 dans quelques mois. Est-ce que XRP va retourner à 1 cent? Donc, combien va valoir un XRP en 2025? C'est comme ça qu'il faut penser. Donc, en 2030, qu'est-ce que ça va valoir un XRP? Et le fameux hamburger ici qui a fait x1000 en novembre, qu'est-ce qu'il va valoir? Lui, c'est un peu comme Peercoin, Primecoin, tous ces trucs-là qui n'existent plus aujourd'hui. Pourtant, tout le monde en parlait parce que tout le monde faisait de l'argent. Einsteinium, il y avait aussi Nem qui était dans le top 10. Nem, il avait fait genre x1000, peut-être même x10 000. Tous ces trucs-là, ça n'existe plus. XRP est toujours là. Idem pour Ethereum et Bitcoin. Donc, si on pense court terme, ils ont raté quelque chose. Et si on pense long terme, pour l'instant, en tout cas, je pense pas qu'ils ratent quelque chose. Si on voit long terme. Si on prend du recul, aujourd'hui, surtout, quand on voit tout ce qui a fait x10, x100, notamment sur la Binance Smart Chain, l'écosystème de Polkadot, très bien, ça peut encore monter. Regarde, on a eu le token de Binance qui est monté à $300. Très bien, ça peut encore monter. Pourquoi pas? Mais là, on a un actif au prix plancher en ce moment en plein bull run. On connaît les raisons, mais en attendant, je me dis, moi, en tant qu'investisseur, moi, je vais pas en racheter parce que j'ai mes bagues. Mais ça m'intéresse pas d'en acheter. Je vais pas non plus tout mettre dans XRP. Il y a d'autres actifs là qui me rapportent de l'argent en quelques jours, quelques semaines. Et XRP, c'est pas le cas en ce moment. À part pour du trading, hein, mais je trade pas avec XRP. Hein. Ça, c'est encore un autre débat. Ouais, mais moi non, je préfère. Mais c'est vrai que là, ça fait 2-3 semaines, voire même plus, qu'il y a de belles configurations sur XRP, mais sinon, moi je suis plus à l'aise avec Bitcoin et Litecoin pour trader ça. Voilà. C'est des actifs que je connais très bien, je sais comment ils se comportent. Et... De toute façon. Voilà. Mais pour répondre à ta question, oui, moi je pense, même pour répondre tout court, pour moi c'est un actif sous-évalué. Parce qu'on a les fondamentaux derrière, tout est là, c'est pas un scam ou un shitcoin, parce que scam c'est arnaque, c'est quand on lève des fonds, parce que j'en vois beaucoup qui comprennent pas, ils vont répéter ce qu'ils entendent dans un Discord sur Twitter. XRP c'est un scam, non ce n'est pas un scam c'est une arnaque, c'est quand on lève des fonds et qu'on se barre aux Seychelles, je sais pas où, et un shitcoin c'est un truc qui sert à rien, c'est un truc qui sert à rien. Donc XRP, je suis désolé, il sert à quelque chose, il sert donc apporter de la liquidité à des institutions,
on sait faire du peer-to-peer. Je veux dire, ça fonctionne à merveille. Son rôle, c'est transférer de la valeur et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'il Après, fait. est-ce que transférer de la valeur est suffisant pour qu'un actif prenne en valeur? Ça aussi, je pense que ça, pour le coup, ça pourrait être encore un très très long débat. Est-ce que XRP a C'est pour besoin ça de qu'il y a prendre en Ripple valeur? derrière. Oh, qu'ils prennent en valeur. Bah ouais. Bah, S'il sert juste après, on à est dans transférer les fonds. un... Mais en fait, même le Bitcoin n'a pas besoin de prendre la valeur. Non, mais Pourquoi un actif prend de la valeur? Il prend la valeur parce que justement, il y a un intérêt, il y a l'offre et la demande, il y a une utilité. Et quand on associe tout ça avec les fondamentaux, oui, bah, les gens investissent pour en avoir. et le modèle économique. XRP, pour Et le l'instant, modèle n'a économique. pas un modèle économique similaire au Bitcoin, similaire au BNB, ou à pas mal d'autres projets avec une inflation contrôlée. On est quand même sur une inflation qui reste incontrôlée. Même si elle est capée, en fait, XRP peut vendre comme ne pas vendre, et en fait, tu n'as pas vraiment de contrôle, comme on peut l'avoir sur le Bitcoin ou même sur le BNB avec les burns, etc. Donc le modèle C'est économique faux. également. Pourquoi? Il y a un rapport trimestriel sur les ventes Oui, d'XRP. mais non, mais je Il y veux a un dire, rapport, tout est... mais on sait ce qu'ils ont fait. Mais en aucun cas, ils vont dire 6 mois à l'avance, dans 6 mois, on va vendre tant. Je veux dire, on Ah, ne mais sait pas. tous les mois, ils peuvent vendre donc un certain nombre C'est et c'est 1% pas quand ça même. qui impacte C'est parce que 1%. mais oui, mais ça représente rien, je veux dire, par rapport au nombre de tokens, au nombre d'XRP, pardon, en circulation. Ça représente rien. Bah, C'est pas ça qui... ils peuvent quand même vendre 10 milliards sur une année. Ça représente beaucoup. Si on compare au Bitcoin qui a 2% d'inflation, tu comprends bien que là, je veux dire, c'est juste que sur le Bitcoin, on sait combien. On sait combien exactement on aura d'inflation cette année. C'est moins de 2%. Tu vois, c'est ça en fait qui reste aussi assez important, je pense, à mon sens, pour une valeur pour la valeur en fait d'un actif. Euh, et même pour un investisseur, tu vois, d'investir sur XRP alors qu'on ne sait pas si demain ça va être vendu ou pas par l'équipe. Tu vois, enfin, je pense qu'il y a aussi ça Non, qui mais doit rentrer en jeu, quoi. comme je te l'ai expliqué, je veux dire, il n'y a pas de risque ou de danger par rapport à des ventes que Ripple donc pourrait faire ou certains membres de la team parce que tout est sous contrat. Ok. Même si tu vends un nombre de XRP impressionnant à l'échelle annuelle, ce sera vendu sous certaines conditions et ce sera donc tout sera transparent. Donc c'est pas ça qui va impacter le prix en tout cas à la baisse, hein. Ok. Pour le Bitcoin, une chose est sûre, oui, on sait à l'avance où est-ce qu'on peut se situer dans un an par rapport à cela. Mais je veux dire, c'est un argument qu'il faut prendre en compte, qu'il faut étudier. Il faut Mhm. regarder ça de très près. Mais c'est pas ça, je veux dire, après avoir gratté, c'est pas ça en tout cas qui va me faire peur d'avoir des XRP pour du long terme. Ok, ok. Bon, allez, j'avais d'autres questions, mais là, on va arrêter. Non, mais je Euh, pense que c'est vrai on pourrait partir, pendant très longtemps. Mais en tout cas, c'est une belle démarche de m'avoir invité, de discuter à la mais cool de écoute, tout de ça, rien, même si... de rien, de rien. C'était le but, hein, qu'on puisse quand même parler tranquillement en fait de Ripple et de l'XRP, tout en étant quand même objectif et surtout en ayant deux parties. Moi, j'ai pris la partie des questions qui pourraient déranger, toi de celui qui défend, ce qui est normal, hein, normalement sur un débat. Faut pas deux personnes qui vont dire pareil, sinon ça sert pas à grand chose. Mais, euh, mais en tout cas, écoute, merci Georges, pour ta présence. Merci. Donc toi, je mettrai de toute façon le lien de ta chaîne /coin dans la description de la vidéo. Bah écoute, le mot de la fin pour conclure ce débat sur XRP. Bah, investissez dans des projets que vous maîtrisez, que vous connaissez. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Investissez de l'argent que vous... J'aime pas entendre ça, mais de l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que il y en a vraiment qui investissent beaucoup trop, même en variant leur investissement. Mhm. Voilà, faut investir de l'argent que vous êtes capable de perdre. Il n'y a rien à faire, même si l'argent compte, c'est sûr. Et puis, allez à la source, cherchez vos informations. Soyez critique et investissez dans vos compétences parce que c'est votre argent. Et je pense que on a beaucoup d'informations dans les réseaux sociaux, mais s'il y a très peu de personnes qui se démarquent, s'il y a très peu de personnes qui arrivent à passer de l'autre côté, c'est parce que voilà, c'est dur de gagner de l'argent. C'est pas aussi simple que vous le croyez. Et ce qu'il y a de plus dur dans un marché aussi, c'est de vendre. Je vois tout le monde qui achète en ce moment. Exactement. Mais moi, on fait qu'atteindre mes targets. Donc moi, en fait, j'accumule dans une phase baissière.
et je commence à vendre mes targets donc dans une phase haussière. Pendant que tout le monde achète, je vous vends mes tokens. Et quand on sera de nouveau dans un C'est cycle le baissier, principe. c'est moi qui vais vous acheter. Voilà. C'est exactement ce qu'il faut Bonne faire, mais affaire. bon, dans la pratique, c'est pas aussi simple que ça. Bon, écoute, Non, c'est pas facile. en tout cas, merci. Bon, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve, eh bien, écoutez, la semaine prochaine, hein, dimanche prochain, pour la prochaine vidéo. On parlera pas forcément de Ripple ni de XRP. Donc, je vous dis, écoutez, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.